Le 13 juillet 2025, à Gettysburg, en Pennsylvanie, un homme de 54 ans est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Aucune maladie déclarée, aucun suspect. Une mort subite, sans explication claire. Et ce qui rend cette mort troublante, c'est que cet homme avait passé des années à étudier les morts inexpliquées, les objets maudits et autres phénomènes paranormaux. C'était son taf. Et pourtant, depuis des semaines, il voyageait avec un objet banal que personne d'autre n'avait osé sortir de sa vitrine depuis des décennies. Une pancarte d'ailleurs, sur sa vitre indiquait pourtant « Attention, ne surtout pas ouvrir ». Hollywood vous a montré quelque chose de terrifiant. Des yeux noirs, un visage de porcelaine, une présence qui fait fuir tout le monde. Mais la véritable poupée, celle qui se trouvait derrière cette vitrine, n'a jamais ressemblé à ça. C'est en fait ce qu'on appelle une Raggedy Ann, une poupée de chiffon pour enfants. Celle que des millions de petites filles ont serrée dans leurs bras. Et c'est exactement ce qui la rend si dangereuse. Faisons un petit saut dans le temps. Nous sommes en 1970, dans le Connecticut, et plus précisément à Hartford. C'est ici que vit Donna, une infirmière de 28 ans, qui vient tout juste de s'installer en colocation avec son amie Angie, elle aussi infirmière. C'est la première fois qu'elle quitte le nid familial, alors sa mère, un peu triste de voir sa fille voler de ses propres ailes, décide de lui offrir un cadeau. Quelque chose de simple, de familier et de réconfortant pour qu'elle se sente vraiment comme si elle était à la maison. Elle arpente les boutiques à la recherche du cadeau parfait et elle finit par s'arrêter sur une poupée de chiffon Raggedy Ann, très populaire à l'époque. Le jour de son 28e anniversaire, Donna reçoit donc sa poupée. Quand elle ouvre son paquet cadeau, elle est touchée évidemment par l'intention de sa mère. C'est mignon, mais bon, elle a 28 ans, donc voilà, une poupée de chiffon, merci maman, quoi. Elle jette la poupée sur son lit sans y accorder vraiment d'importance. Pendant plusieurs jours, sa poupée reste là où elle a été laissée, seule, posée sur le lit, exactement dans la même position. Les jours passent, ils se ressemblent, Donna part à l'hôpital le matin, elle rentre épuisée le soir, et puis finalement, c'est le quotidien qui recommence à chaque fois. Mais un soir, alors qu'elle passe la porte de son appartement après une énième garde éprouvante, elle remarque quelque chose qui a changé. La poupée n'est plus du tout dans la même position. D'habitude, elle a les bras le long du corps, et là, eh bien, ils sont légèrement relevés. Mais c'est très léger, pas de quoi s'inquiéter non plus. Peut-être que sa colocataire est passée dans sa chambre, elle l'a peut-être simplement effleuré en passant. Ce soir-là, elle est épuisée, elle cherche pas d'explication. Il est tard, elle n'a qu'une seule envie, poser sa tête sur l'oreiller et dormir. Sauf que le lendemain, eh bien ça recommence. Alors elle commence à prendre l'habitude de la remettre toujours dans la même position avant de partir, c'est-à-dire les bras le long du corps. Mais à chaque fois, quand elle rentre le soir, Donna la retrouve les bras pliés, voire les jambes croisées. Et vous là, qui êtes en train de me regarder, restez pas là les bras croisés et appuyez sur ce bouton s'abonner. Je sors une vidéo par semaine sur des histoires plus incroyables les unes que les autres et nous sommes quasiment 1 million d'abonnés. Rejoignez-nous, bande de joyeux lurons! Dans les jours qui suivent, sa poupée ne semble plus se contenter de changer de position. Non, non, non. La jeune infirmière la retrouve maintenant dans d'autres pièces. Parfois bien installée dans le salon, d'autres fois assise dans le couloir, et ce, alors qu'elle est certaine de l'avoir laissée sur son lit en partant. La situation commence vraiment à la travailler. Quand elle en parle à Angie, toutes les deux essaient de trouver une explication rationnelle. Elle vérifie les portes, les fenêtres et s'assure que personne ne puisse entrer dans l'appartement en leur absence. Mais pas de doute, tout est bien fermé et rien, absolument rien n'indique une quelconque intrusion. Mais ça veut quand même pas dire que personne n'est entré. Quelqu'un a peut-être aussi réussi à pénétrer dans l'appartement sans le forcer, ou pire, peut-être qu'il est encore là, caché dans l'appartement. Les deux colocataires vont alors décider de placer des petits repères sur le sol. Elles vont laisser volontairement certains objets dans des endroits bien précis. Elles vont verrouiller les portes pour voir si quelqu'un se balade dans l'appartement pendant qu'elles sont pas là. Mais quand elles reviennent, tout est intact. Rien n'a bougé. Sauf la poupée. Elle se déplace de pièce en pièce, que les portes soient fermées ou non. Et les deux copines, elles sont pas les seules à trouver ces événements étranges. Lou, le petit ami d'Angie, passe régulièrement à l'appartement. Il connaît les lieux, il connaît la poupée, et tout de suite, il n'est pas très à l'aise en sa présence. Au début, il va tenter de rester rationnel. Comme Donna et Angie, il pense à une explication toute simple, un détail qu'elles auraient mal interprété, une coïncidence peut-être, mais plus les jours passent, plus le malaise grandit sans qu'il ne puisse vraiment expliquer pourquoi. Il a le sentiment qu'il se passe quelque chose, même s'il n'y a en apparence
rien de concret pour le prouver. Et contrairement à Donna et Angie, qui cherchent encore à faire la lumière sur toute cette histoire, eh ben lui, il commence à s'inquiéter sérieusement et à envisager que cette histoire est peut-être bien plus sérieuse que ce qu'il ne pense. Jusqu'au jour où un nouvel élément bien plus inquiétant fait son apparition. De petits papiers posés à même le sol sont retrouvés un peu partout dans l'appartement. Ce sont des sortes de bouts de parchemin sur lesquels sont griffonnés quelques mots à la main. On peut y lire par exemple « Aidez-moi »,« Aidez-nous », mais aussi « Aidez Lou », le petit copain. D'autant que cette fois, l'auteur semble directement s'adresser à elle. Mais alors, d'où viennent ces messages et qui en est à l'origine ? Toujours persuadés qu'il y a une explication sensée à tout ça, Donna et Angie s'obstinent à vouloir penser que quelqu'un s'amuse à leur faire de mauvaises blagues. Pour le prouver, elles vont cette fois verser de la farine dans l'entrée. Avec ça, si quelqu'un passe par là, eh bien ça se verra tout de suite. Mais sans surprise, le lendemain, la farine est intacte. Et pourtant, un nouveau message est posé juste à côté de la poupée. Cette même poupée aux mains désormais recouvertes d'un liquide rouge qui ressemble à du sang. Cette fois, c'est certain. Quelque chose leur veut du mal, et face à l'accumulation de ces phénomènes inexplicables, eh ben, elles vont finir par demander de l'aide. Elles prennent alors contact avec une voyante. C'est la première fois qu'elles font ce genre de démarche, donc elles savent pas vraiment à quoi s'attendre. La séance se passe dans leur appartement, et l'objectif est plutôt simple, comprendre à qui ou à quoi elles ont affaire. Et ça marche. Pendant la session, une présence se manifeste. C'est un esprit qui dit s'appeler Annabelle Higgins. Elle aurait 7 ans et serait morte tragiquement il y a plusieurs années sur le terrain même où l'immeuble a été construit. Depuis, elle erre entre deux mondes, seule, perdue et sans famille. Donna et Angie, ils découvrent alors à ce moment-là une fillette qui ne leur veut en fait aucun mal. Et ce qu'il faut bien comprendre, et j'insiste vraiment sur ce point les amis, c'est que Donna est infirmière. C'est un métier passion, une profession qu'elle exerce parce qu'elle aime s'occuper des autres. Elle aime rassurer, protéger et guérir, que ce soit tant sur le plan physique ou émotionnel. Et face à ce qu'elle entend, elle perçoit pas de menace. Alors elle accepte que la petite fille reste dans l'appartement et donne son accord pour qu'elle se serve de la poupée comme refuge. Soyons honnêtes. Si on se met à sa place 2 minutes, la décision paraît logique. On a face à nous une enfant de 7 ans, morte, qui dit se sentir seule. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez refusé? Est-ce que vous auriez tenté autre chose? Dites-le moi en commentaire. Pour Donna, c'est une évidence. Elle est pleine de bonnes intentions, elle veut aider, elle veut bien faire. Mais la décision de lui donner la permission de rester, ça va complètement changer le cours des événements, et pas pour le mieux. C'est notre bon vieux Lou qui est le premier à en subir les conséquences. Dans les nuits qui suivent, il fait sans cesse le même cauchemar. Il est allongé dans son lit, incapable de bouger, comme bloqué par le poids de son propre corps. En somme, il fait une paralysie du sommeil. Je sais pas si vous avez déjà vécu, moi j'en ai de temps en temps, et je peux vous dire c'est abominable. Annabelle, en plus, elle est là, à ses pieds. Elle remonte lentement le long de ses jambes, alors qu'il est complètement paralysé et incapable d'effectuer le moindre mouvement. Elle se hisse jusqu'à sa poitrine et glisse ses 2 mains autour de son cou, qu'elle referme petit à petit autour de sa gorge. Elle serre lentement, suffisamment pour que l'air commence progressivement à manquer. Et quand il peut presque plus respirer du tout, bam, il se réveille en sursaut, toujours avec cette sensation d'étouffement, nuit après nuit. Il refait ce même rêve en boucle, et au bout de quelques jours, il en parle à Donna et lui décrit précisément ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et à quel point, surtout, ses cauchemars sont effrayants, tant ils semblent réels. Mais pour elle, ça n'a rien de surprenant, elle va même jusqu'à avancer à nouveau une théorie beaucoup plus rationnelle. Avec tout ce qui se passe dans l'appartement en ce moment, lui dit que son inconscient réagit et s'exprime pendant la nuit. Mais pour lui, en revanche, c'est bien plus que ça. Il y a ce qu'il voit dans ses mauvais rêves, mais il y a aussi ce qu'il ressent la journée. Il a sans arrêt cette impression que quelque chose veut s'en prendre à lui. Et ce qu'il pressent, ne va pas tarder à se confirmer. Parce qu'une nuit, le trio va réellement plonger dans l'angoisse. Ce jour-là, Lou est dans l'appartement avec Angie et Donna. La soirée se déroule tout à fait normalement, jusqu'à ce qu'un bruit se fasse entendre dans la chambre de Donna. Un bruit sourd, comme si un objet lourd était tombé par terre. Cette fois, Lou se lève et s'avance vers la porte. Il l'ouvre lentement. Au premier coup d'œil, rien n'a bougé. Mais en avançant de quelques pas, il la voit. La poupée est là, posée par terre dans un coin. Et elle n'est pas censée être là. C'est surtout ça le problème. Il s'approche pour la ramasser, mais juste avant de la toucher, il sent quelque chose derrière lui. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Il se penche à nouveau, il tend les mains vers Annabelle, et à l'instant où ses doigts vont toucher la poupée, une violente douleur lui traverse la poitrine.
comme si quelque chose lui déchirait la peau de l'intérieur. C'est brutal, il recule d'un pas, les mains tremblantes. Il va ouvrir sa chemise et là, il découvre de profondes griffures. Il en compte 7, profondes comme des brûlures. Et le plus étrange dans tout ça, eh bien, c'est qu'elles vont guérir très rapidement. Le lendemain, la moitié a disparu. Et le jour suivant, il ne restait plus aucune trace. C'est maintenant une évidence, cette présence n'a rien de bienveillant, quelque chose leur veut du mal. Cette fois, Donna accepte de croire que la voyante s'est peut-être trompée sur l'esprit qui habite la poupée, et surtout, elle y va all-in pour le paranormal, le rationnel, finito pipo. Et dans ce genre de situation, eh bien, la seule chose qu'elle peut faire, c'est contacter un prêtre. Elle fait alors appel au père Egan, et après avoir pris connaissance des événements qui se sont produits dans l'appartement, il va tout de suite comprendre très vite qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'il peut gérer seul. Il va alors décider de transmettre l'affaire à une autorité supérieure au sein de l'église, le père Cook, qui prend aussitôt contact avec un couple bien connu dans la région à l'époque pour intervenir dans ce genre de situation. On les connaît tous, il s'agit de Ed et Lorraine Warren. Tout de suite, le duo est intéressé par le cas de cette étrange poupée et ils acceptent de venir poser leur diagnostic. Quand ils rencontrent Donna, Angie et Lou pour la première fois, ils vont prendre évidemment le temps de les écouter, chacun va raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu, les déplacements de la poupée, les messages, les cauchemars de Lou, les griffures, rien n'est laissé de côté. Puis ensuite, notre couple star vont voir la poupée et rapidement, eh bien, ils comprennent. Parce que cette poupée, ils la reconnaissent. Je vous l'avais dit, il s'agit d'une Raggedy Ann, donc une petite poupée de chiffon, qui est en fait l'héroïne d'une série de livres pour enfants qui a été écrite par Johnny Gruelle au début du siècle. Toutes les petites filles de l'époque ont grandi avec elle. Sauf que c'est justement ça le problème. Personne ne se méfie d'une Raggedy Ann. Et les Warren savent exactement ce que ça veut dire. Parce qu'entre nous, si vous êtes un vilain démon et que vous arrivez dans un antiquaire, vous voyez des poupées sur une étagère, vous avez les poupées ultra flippantes et puis vous avez cette petite Raggedy Ann. Bah sincèrement, si moi je suis un démon, je vais dans celle-là et pas dans l'autre. Bah oui, parce que j'ai envie qu'on me choisisse, pas qu'on ait peur de moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous le savez, mais un esprit humain ne s'attache pas à un objet. L'âme du défunt peut effectivement hanter les lieux, elle peut se manifester, mais elle ne possède jamais d'objet. En tout cas, évidemment, dans certaines croyances. Dans les cas de possession, là, ce sont les vivants qui sont visés, pas ce qui se trouve autour d'eux. En revanche, un esprit qui n'est pas humain peut déplacer des choses, il peut se lier à un objet et s'en servir pour attirer l'attention. La poupée n'est qu'un support, un moyen de se rendre visible, d'attirer l'attention, de s'installer doucement, mais progressivement. Et quoi de mieux qu'une Raggedy Ann pour ça, une poupée que tout le monde connaît, que personne ne craint, que Donna elle-même a reçue de sa propre mère. Personne ne se méfie de ça. La présence qui s'est faite passer pour Annabelle Higgins n'est pas du tout une petite fille. C'est bien pire que ça. Il s'agit d'un esprit démoniaque qui a fabriqué l'histoire émouvante d'une fillette de 7 ans. Elle a fabriqué sa mort tragique, sa solitude, tout ça pour abuser de la confiance de Donna et surtout obtenir sa permission de rester. Grave erreur. On ne dit jamais à une entité qu'elle a le droit de rester chez soi. Et une fois que cette permission évidemment est accordée, le piège pouvait se refermer, tranquillement, sans résistance, parce que ce qu'il voulait vraiment, c'était pas la poupée, c'était l'âme d'un des occupants de l'appartement. Plus inquiétant encore, tout ce qui s'est passé depuis le début, les déplacements, les messages, les attaques, n'étaient que des étapes vers la possession. Et si elle en est arrivée là, c'est justement parce qu'elle a exploité quelque chose de bien ancré chez nous, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. À partir du moment où la voyante a posé un mot sur la situation, donc sur l'existence d'une petite fille de 7 ans, la perception de Donna et d'Angie a tout de suite changé. On ne parle plus de phénomènes étranges et inquiétants, mais on parle d'une histoire. Une histoire qui va nourrir ce filtre. Dès l'instant où l'image d'une petite fille triste s'est gravée dans leur tête, chaque bruit, chaque phénomène étrange va être interprété à travers l'idée que la fillette de 7 ans a besoin d'elle. Une fois que notre cerveau croit avoir compris, il ne cherche absolument plus à vérifier. Il cherche à se prouver qu'il a raison. Et en croyant à l'existence d'Annabelle, Donna et Angie ne remettent plus en question ce qu'elles voient. Elles vont tout simplement accepter. À ce stade, selon les Warrens, la situation correspond à ce qu'ils appellent une phase d'infestation. Je vous réexplique un petit peu leur approche, mais donc ils expliquent que la possession démoniaque suit toujours en fait les mêmes niveaux de progression. On va tout d'abord avoir l'infestation, puis l'oppression, l'obsession et ensuite la possession.
Dans le cas d'Annabelle, il est évident pour Ed et Lorraine Warren que l'esprit démoniaque qui possède cette poupée se trouve au stade 1, donc celui de l'infestation. Une chose est sûre, si la poupée reste 2 ou 3 semaines de plus, l'esprit sera à ce moment-là capable de posséder, de blesser, voire de tuer Donna, Angie et Lou. Le couple doit donc intervenir tout de suite. Ils vont commencer par demander au père Cook de bénir l'appartement. La cérémonie se passe plutôt bien. Le père Cook va utiliser une bénédiction qu'on appelle épiscopale, donc c'est-à-dire basée sur un texte assez long qui fait plusieurs pages et dans lequel il ne cherche absolument pas à expulser directement une présence malveillante. La bénédiction, en fait, elle vise surtout à installer quelque chose d'autre dans l'appartement, d'imprégner les lieux d'une présence positive, de renforcer ce qui protège, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui menace et de rentrer finalement un peu en guerre. Mais après la bénédiction de l'appartement, et par précaution, les Warren décident quand même d'emporter la poupée avec eux pour la mettre complètement hors d'état de nuire. Et ce qui va se passer sur le chemin du retour ne va faire que confirmer qu'ils avaient totalement raison de s'en méfier comme de la peste. Ed et Lorraine quittent la résidence avec la poupée. Elle est installée à l'arrière dans un sac. Ed, lui, il a prévu son trajet en évitant les autoroutes. Alors certes, c'est plus lent, mais c'est nettement plus sûr. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Parce que très vite, le moteur réagit bizarrement. La voiture perd de la puissance, comme si elle allait caler. À chaque virage, le véhicule zigzague, les freins répondent mal. Ed appuie de toutes ses forces encore et encore pour éviter la collision. La direction devient de plus en plus difficile à tenir. Plusieurs accidents ont été évités de justesse et Ed a beau tenir le volant avec 2 mains, la situation devient incontrôlable. S'ils continuent, ils arriveront jamais à destination. Alors il s'arrête sur le bas-côté, il ouvre le coffre, il fouille dans le sac noir et il sort une fiole d'eau bénite qu'il asperge sur la poupée. Et l'effet est immédiat, il se passe plus rien. Ils reprennent la route, le moteur tourne normalement, les freins répondent, la direction est souple et le reste du trajet se passe sans le moindre incident. Une fois arrivés chez eux, à Monroe, Ed installe la poupée sur une chaise près de son bureau et comme ce fut le cas chez Donna, il va retrouver la poupée dans une autre pièce que celle où elle avait été laissée. Lorsque les Warren s'absentent, ils prennent l'habitude de laisser la poupée enfermée dans leur musée. Et pourtant, à leur retour, ils la retrouvent à l'étage, installée par exemple dans le fauteuil d'Ed, et un jour, elle se met même à léviter quelques secondes avant de retomber sur le sol, totalement inerte. Pire encore, l'esprit semble ne pas vraiment apprécier qu'on ne le prenne pas au sérieux. Le père Jason Bradford, un exorciste, va en faire l'amère expérience. Il a l'habitude de rendre visite aux Warren, il connaît leur travail, il connaît les lieux, et il ne croit pas une seule seconde à cette histoire de poupée possédée. Et il s'en cache pas du tout. Ce jour-là, en la voyant assise sur sa chaise, il la prend dans ses mains et il lui dit directement « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux faire de mal à personne. » Ed réagit tout de suite. Il faut pas dire ça. Pas ici, pas devant elle. Lorraine, elle reste silencieuse avec un regard qu'elle a parfois et qu'on retrouve d'ailleurs dans les films, un petit peu comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voient pas encore, qui se trouve juste à côté de la personne. Elle lui conseille de vraiment bien faire attention sur la route du retour. Le père, sûr que cette histoire à dormir debout est une farce, ne fait pas attention sur la route. Quelques minutes plus tard, il est victime d'un grave accident de voiture. Ses freins ont lâché à un carrefour très fréquenté. L'accident est si violent que sa voiture est complètement détruite. Le père Bradford s'en sort avec quelques blessures, mais il a frôlé la mort. Et il n'est pas le seul. Depuis qu'Annabelle repose dans leur musée, les Warren ont vu défiler des visiteurs. Des curieux, des sceptiques, parfois des gens qui se moquent. Et à chaque fois que quelqu'un a l'audace de la provoquer, quelque chose lui arrive. Un accident, une chute, une collision. Ed a beau mettre en garde les gens, personne ne le prend vraiment au sérieux. Une poupée de chiffon, franchement, à d'autres. Alors les Warren vont décider de fabriquer cette fameuse vitrine en verre, spécialement conçue pour elle, avec un double cadenas, un verre imbibé d'eau bénite et des rituels effectués régulièrement. Et alors sur la vitre, on a cette fameuse pancarte où il est écrit « Attention, ne surtout pas ouvrir ». Annabelle reste enfermée dans cette vitrine, mais certains visiteurs ne peuvent pas s'empêcher de la défier. Et à chaque fois qu'ils le font, la malédiction frappe. Pourtant, en 2025, malgré tout ce qu'il se dit, malgré tout ce qui s'est passé, quelqu'un décide d'organiser une série d'événements autour des objets les plus maudits du musée Warren. Une tournée internationale. Elle va s'appeler la Devils on the Run.
L'homme derrière cette initiative, c'est Dan Rivera, un chercheur au sein de la New England Society for a Psychic Research. C'est une organisation fondée par les Warren et qui est spécialisée dans la recherche sur l'existence des fantômes et des démons. Dan a 54 ans, il a une femme, 4 enfants, et il a surtout une passion pour ce travail qu'il fait depuis des années. Il connaît l'histoire d'Annabelle mieux que quiconque. Il sait ce qu'elle a fait à Lou, au père Bradford, aux Warren, et pourtant, eh bien, il va défier cette poupée. Il va la sortir de sa vitrine pour la première fois depuis des décennies. Dan s'occupe de tout. Les déplacements, la logistique, la sécurité. Il est en permanence aux côtés de la poupée et sur les réseaux, eh bien, il partage tout. On le voit s'adresser directement à Annabelle, raconter son histoire, répondre aux questions du public. Il sourit, il est à l'aise. Il a tout l'air de quelqu'un qui fait le travail de sa vie, quoi. Ville après ville, les visiteurs affluent. Certains font des heures de route pour s'approcher, juste quelques secondes. Dan prend des précautions. À chaque représentation, il demande aux visiteurs de fermer les yeux et de s'imaginer dans un halo de lumière blanche. Mais là où Annabelle s'arrête, eh bien les choses ont tendance à mal tourner. En Nouvelle-Orléans, par exemple, Annabelle est exposée lors d'un événement de la Ghost City Tour. Le lendemain, la plantation Nottoway prend feu. Ce monument historique du Sud, qui date de 1859, est englouti par les flammes. L'intervention des secours est massive, mais les dégâts sont colossaux et le bâtiment est en grande partie détruit. Les images font le tour des réseaux en quelques heures, mais à quelques kilomètres de là, une propriété ayant appartenu à Marie Laveau, la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans, brûle elle aussi. 2 lieux chargés d'histoire partent en fumée la même nuit. Le lendemain, 10 détenus s'évadent du centre de détention de la Nouvelle-Orléans, des prisonniers qui sont armés et dangereux, dont certains ont d'ailleurs été condamnés à perpétuité, et il y a une enquête qui va être ouverte, mais elle va rien donner. On ne saura jamais vraiment ce qui se serait passé si Annabelle n'avait pas été là, au même moment. Puis ensuite, on est le 13 juillet. L'équipe va s'arrêter à Gettysburg, en Pennsylvanie. La journée se déroule tout à fait normalement, et rien de particulier n'est signalé. Pourtant, dans la nuit, Dan est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Sa mort est très soudaine. Il n'était pas malade, il n'avait aucun problème de santé apparent. Une enquête est bien évidemment ouverte, mais elle ne permet pas d'identifier de suspect, ni de privilégier la piste d'un éventuel homicide. Près de 2 mois après sa mort, on a enfin le résultat de l'autopsie qui va conclure à une mort naturelle liée à des problèmes cardiaques. L'explication est évidemment jugée un peu trop simple pour certains. Comment un homme en bonne santé et sans connaissance de problèmes cardiaques peut-il mourir comme ça à seulement 54 ans et, étrangement, en pleine tournée avec Annabelle? La réponse n'est peut-être pas si inconnue. Les Warren ont toujours été très clairs là-dessus. Le danger, il vient pas de l'objet, il vient de la relation qu'on construit avec lui. La poupée, comme je vous l'avais expliqué, c'est qu'un support, un point d'entrée. Ce qui compte vraiment, c'est la personne qui est en face. C'est son histoire, c'est sa façon d'aimer, c'est sa façon d'aider. Quand Donna rencontre Annabelle, celle qu'elle croit être une petite fille de 7 ans, eh bien elle voit une enfant abandonnée, seule, qui cherche juste à être aimée, à travers une poupée que sa propre mère lui a offerte. Elle ne voit pas de menace, elle voit quelqu'un qui a besoin d'elle sans imaginer une seule seconde ce qu'elle est en train de laisser entrer. Dan, lui, c'est différent. Il a dédié sa vie au paranormal. Il connaissait l'histoire d'Annabelle mieux que quiconque. Mais à force de lui consacrer du temps, de parler d'elle, de vivre avec elle, eh ben, il a créé du lien. Il lui a donné une place dans son quotidien, dans son travail et dans son cœur. Et c'est exactement ce que l'esprit attendait. Hollywood nous a vendu un monstre avec un visage identifiable au premier regard. Mais dans la vraie vie, le danger n'a pas toujours l'air menaçant. Il n'a pas besoin de frapper à notre porte. C'est nous qui lui ouvrons. Simplement parce que notre cœur est trop grand pour fermer les yeux sur la souffrance. Alors peut-être qu'il vaudra mieux y regarder à 2 fois avant de laisser entrer quelqu'un ou quelque chose dans sa vie. Si vous avez aimé cette histoire, eh bien je vous invite vivement à aller voir ma vidéo sur l'histoire terrifiante de la poupée qui a inspiré le personnage de Chucky au cinéma. Et puis sachez que vous pouvez voir ou écouter toutes mes vidéos sur Spotify. Ciao ciao!